Culture Soccer. Bienvenue à cet épisode spécial Coupe du Monde France 2019 où nous ferons un retour sur les phases de groupe. On vous remercie d'être aussi nombreux à écouter nos épisodes spéciaux, que ce soit sur la Gold Cup ou la Coupe du Monde féminine. On vous le rappelle, n'hésitez pas à commenter nos épisodes sur Twitter et Facebook et à les partager en grand nombre. Gros épisode en vue avec beaucoup de contenu. Pour ce faire, nous avons deux invités. Georges Sanchez, que vous avez pu entendre lors de la présentation de cette Coupe du Monde. Ça va bien, Georges? Ça va très bien, merci. Merci. Et nous sommes également rejoints par Élodie Touzet, notre spécialiste féminine que vous connaissez très bien chez Culture Soccer. Élodie, ça va bien? Ben bien, vous et vous? Ça va très bien, merci. Enfin, on peut te recevoir sur un podcast de la Coupe du Monde pour la présentation. Malheureusement, tu n'étais pas disponible. Parfait. Donc, on va y aller vraiment groupe par groupe, mais avant de débuter, là, on tient à repréciser. Logiquement, les États-Unis et le Canada se sont qualifiés et tout va se jouer lundi, le 24 juin, alors que les États-Unis vont affronter l'Espagne à midi, heure du Québec, et 18h, heure de France. Et le Canada affrontera la Suède à 15h, heure du Québec, et 21h, heure de France. Donc, le 24 sera une excellente journée foot pour les deux nations. Et durant le podcast, comment ça va marcher? On va vraiment y aller groupe par groupe. Parler des qualifiés, des surprises, des déceptions. Donc, commençons par le groupe A, le groupe de la France. Élodie, toi qui es notre Française pour ce podcast, comment as-tu trouvé le groupe A durant la phase de groupe? Ce groupe A, donc il y avait la France, la Corée, la Norvège et le Nigeria. Donc, en tant que Française, je supporte la France, hein. Franchement, elles ont bien démarré. Et puis après, j'ai trouvé un peu de déception, surtout au niveau du dernier match contre le Nigeria. Manque de réalisme, une défense solide certes, mais voilà, je m'attendais à beaucoup mieux. Donc du coup, on a quand même un petit peu peur parce que là, pour les huitièmes, elles vont se retrouver face aux Brésiliennes. Donc voilà, on attend de voir ce match qui sera à mon avis le match qui pourra tout déclencher en fait ou pas. Donc à voir. Contente que le Nigeria se soit qualifié parce que vu comment ça s'était passé à cause du penalty et de la nouvelle règle, on a eu quand même un peu peur pour elle qu'elle passe pas. Et puis la Norvège, enfin pour moi c'est logique, hein, l'ordre de classement de ce groupe A, pour moi c'est logique. Parfait. Et Georges, pour toi, le groupe A, aucune surprise de voir ces trois nations qualifiées? Que les trois équipes ont passé, c'est pas une surprise. Par contre, un peu comme il a dit, le manque de constance de la France, la façon qu'ils ont débuté le tournoi, on voyait une équipe qui allait dominer tout le monde, qui n'a pas été le cas nécessairement. Et la logique a été respectée, mais je m'attendais plus de la France, honnêtement. La Norvège a joué selon mes attentes. Là, c'est voir la suite. C'est bon. Et pour toi, Adi, est-ce que tu as quelque chose à redire sur ce groupe-là ou pour toi, là, comme Georges l'a dit, là, la logique a été respectée? Ben écoute, comme on l'ont dit, les invités, ils sont là pour montrer leur expertise et effectivement, je suis 100% d'accord avec eux. Puis c'est vraiment très logique comme résultat. Georges a mentionné par rapport à la constance de l'équipe française. Effectivement, il y a un petit manque de constance. Il y avait une chose aussi qu'on avait posée, dont on avait parlé dans le podcast de présentation. Moi, j'avais un problème, c'est que je sens qu'il manque toujours cette buteuse en équipe de France. Et c'est la seule chose que je vois qui pourrait c'est sûr, dans le reste de la compétition, qui pourrait un peu causer un hic. Si on voit un peu les buteuses depuis le début de la compétition, c'est souvent des milieux de terrain qui finissent par donner la victoire à la France. Je ne sais pas si Élodie, tu es d'accord un peu avec mon analyse. Il manque cette tueuse devant, en fait. Si, tout à fait. Je pense que c'est ce qui manque à la France depuis, on va dire depuis 2011, quoi. Elle avait fait un bon parcours en Allemagne, mais c'est vrai qu'on a toujours manqué d'une buteuse, quoi. Et voilà le petit souci de l'équipe en fait.
Oui, effectivement, parce que c'est comme Wendy Renard qui est la meilleure buteuse française et on le rappelle, elle est défenseuse centrale, donc c'est assez fou. Et si on continue là avec le groupe B, lors de la présentation de cette Coupe du Monde, on avait parlé que l'Allemagne était clairement supérieure aux autres nations de ce groupe, mais que pour la deuxième place, ça allait se jouer entre l'Espagne et la Chine. On avait très hâte à ce duel. Au final, ça allait être un 0-0. Donc, on sentait peut-être l'Espagne supérieure et la Chine pouvait surprendre. Et finalement, la Chine a répondu aux attentes. Et d'ailleurs, elle a été qualifiée en tant que meilleure troisième. Donc, l'Allemagne, l'Espagne et la Chine se qualifient pour le reste de la compétition. Georges, comment as-tu trouvé ce groupe et notamment cette Chine-là qui finalement a répondu aux attentes? Mais je pense qu'il va y avoir un thème qui va ressortir chacun des groupes, manque de constance. Oui, l'Allemagne ont fini premier. Ils passent comme le numéro 1 du groupe. Mais contre la Chine, ça aurait facilement pu être 2-3-0 pour la Chine à la mi-temps. Ils n'ont pas dominé autant que j'aurais cru. Lors du dernier podcast, j'avais parlé de mes racines espagnoles. Moi, je sors très, très déçu de l'Espagne. Oui, on finit deuxième où je les voyais, mais la qualité de jeu était à désirer. Ils ont été un peu comme l'équipe masculine. Ils dominent au niveau possession, mais quand c'est le temps de mettre le ballon dans le but, encore là, des manques. Je pense là, ils se trouvent contre les États-Unis, mais leur parcours va peut-être finir assez rapidement. Mais je pense que c'est ça. La Chine, dans les trois équipes, c'est peut-être la Chine qui a eu la surprise, vu la façon qu'ils ont sorti contre l'Allemagne. Oui, effectivement. Et toi, Elodie, qu'as-tu pensé de ce groupe B, là? Est-ce que tu es du même avis que Georges niveau constance? Moi, je suis tout à fait d'accord. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est les résultats de l'Allemagne. Elles ont fait juste 1-0 face à la Chine et 1-0 face à l'Espagne. C'est une bonne nation, l'Allemagne. Elles sont quatrième, je crois, ou cinquième, je sais plus, l'Allemagne. Non, même pas deuxième. Deuxième mondial. Deuxième mondial. Mondiaux et faire juste 1-0 face à la Chine et 1-0 face à l'Espagne, franchement, je m'attendais à un score beaucoup plus large, en fait. Ouais, ben, il faut aussi préciser que l'Allemagne a un gros coup dur avec la meilleure joueuse de l'équipe nationale allemande, Marozan, qui s'est blessée et qui sera, je pense, si je me trompe pas, indisponible pour le reste de la compétition. C'est la meneuse de jeu. On en a parlé lors du podcast de présentation, comme quoi c'est vraiment la joueuse à surveiller. Puis elle est plus là. Bon, elle s'est pas blessée. Les deux premiers matchs, elle a quand même joué. C'est vrai que c'est décevant le 1-0, mais il faut pas oublier que l'Allemagne s'est complètement fait humilier lors du championnat d'Europe aussi. Donc, je pense que c'est la continuation du déclin allemand, en fait. Même si, bon, on parle de déclin et on est assez difficile avec cette équipe allemande, ils ont quand même 3 victoires en 3 matchs. Donc, ils ont beau ne pas montrer cette domination sur le terrain avec des scores larges, ça reste une équipe qui a gagné 3 matchs. Il n'y en a pas beaucoup dans cette phase de groupe. En tout cas, on va parler un peu plus tard. Là, il n'y en a pas beaucoup qui ont vraiment dominé au point de vue résultat. Après, oui, l'Allemagne est un peu en deçà de ce qu'on s'attendait. On va voir ce qu'elle va donner lors du prochain match contre le Nigeria. Elle devrait passer, mais je pense qu'il va falloir qu'elle commence à hausser un peu plus son niveau dans les matchs qui commencent à être de plus en plus importants. Oui, surtout parce que qu'elle affrontera une nation du top 5, ça peut se jouer contre elle, là. Et finalement, le groupe C, pas finalement, on continue avec le groupe C. Finalement, ça a été vraiment là, tout s'est joué jusqu'à la fin, avec notamment comme surprise, l'Italie qui finit première de ce groupe. Georges, qu'as-tu pensé de cette Italie qui finit première? Mais je vais commencer en disant bravo à Adi qui avait dit vérifier l'Italie, il pourrait surprendre. Puis effectivement, pour moi, si on parle de constance, c'est l'équipe qui a été la plus constante. Pas la plus dominante, mais la plus constante. Ils jouent une qualité de jeu intéressante. Ils font ce qu'ils ont à faire pour passer. Honnêtement, je sors très, très surpris de leur qualité. L'Australie, pour moi, dans l'ensemble, était l'équipe que je pensais allait faire de quoi intéressant, mais on a vu la qualité dans le dernier match. Alors, Sam Kerr s'est vraiment levé quand il fallait se lever, puis
je pense que l'Australie prend l'envol pour la prochaine ronde. Le Brésil, je pensais à une équipe qui était passée date. Je pense que c'est l'expression que j'ai utilisée. Puis on l'a vu. Ils sont bien. Martha, pour moi, on voit qu'elle prend de l'âge. Elle ne domine pas comme elle a déjà dominé dans le passé. Ses 2 buts sur son tir de pénaux. Bravo à elle pour ses 17 buts en carrière dans la Coupe du Monde. Mais je pense, allant vers l'avant, c'est l'Australie qui pourrait causer la surprise. Parfait. Et toi, Adi, là, c'est ton moment de gloire. Tu avais prévu l'Italie. Allez, c'est ton moment, là. Merci beaucoup, Georges, de t'être rappelé de ça. Effectivement, j'avais parlé de cette équipe d'Italie, comme quoi elle pourrait surprendre. Et effectivement, elle a été très, très bonne, dont, bien évidemment, Bonansea, qui a fait toute une phase de groupe, selon moi. Bon, finalement, les 3 équipes ont fini avec 6 points. Donc, l'Italie, la France et l'Australie. Tu as parlé... L'Italie et le Brésil et l'Australie, pardon, ouais. Excusez-moi. Non, parce que je suis en train de penser que le Brésil va jouer contre la France et on va en parler un peu plus tard. Mais bon, donc les 3 équipes ont fini avec 6 points, ce qui est quand même, ça montre que les 3 étaient à peu près du même niveau. Mais point de vue résultat, on le voit qu'ils sont peut-être tous les 3 du même niveau, mais sauf que point de vue jeu, point de vue constante, je suis complètement d'accord avec Georges, comme quoi l'Italie a montré un peu plus de constance. Je suis par contre déçu un peu plus du Brésil, même si on s'y attendait. Et puis l'Australie, et je rejoins exactement Georges, ils ont montré ça lors de leur dernier match avec Samantha Kerr qui a marqué 4 buts lors d'un match. On a parlé de Samantha Kerr, toute une buteuse à juste 25 ans, mais c'est ridicule combien elle est bonne. Donc, c'est ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner après parce que ça va vraiment se corser pour les 3 équipes lors des 8e de finale. Ça va être difficile pour les 3. Donc, il faut voir si jamais elles peuvent se passer encore un niveau pour aller encore plus loin. L'Italie, je pense qu'ils ont atteint leur objectif. Je pense avant la Coupe du Monde, ils s'attendaient. En tout cas, je ne serais pas surpris que c'était leur objectif de se qualifier dans ce groupe. Et ils ont réussi. Une chose, par contre, sur la Jamaïque qui a fini avec 0 points, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que je pensais que cette équipe jamaïcaine avait ce qu'il fallait. Ils se sont pas assez proches. Ils se sont pas... à part... Oui, c'est vrai que les scores sont très sévères par rapport aux prestations qu'ils ont montrées. Je ne les ai pas trouvés trop nuls. Pourtant, tu regardes à la fin une défaite contre le Brésil de 3-0, une défaite contre l'Italie de 5-0, puis une défaite contre l'Australie de 4-1. Déjà, dans le premier match de 3-0, je trouve qu'il n'est vraiment pas mérité pour le Brésil. Je pense que Jamaïque a très bien montré et a été très bonne en fait. Et puis, je suis déçu pour cette équipe jamaïcaine qui, je pense, pouvait montrer un peu mieux, dont Khadija Chia, dont on a parlé, qui, je pense, a montré son talent, malheureusement, n'a pas trouvé le fond des filets. Et toi, Elodie, qu'est-ce que tu pensais de ce groupe C avec notamment Martha qui évolue au Orlando Pride? Oui, Martha, en plus, et je pense que le Brésil, ils ont eu peur au début parce qu'avec leur meilleure joueuse, Martha blessée, qui a loupé le premier match, je pense qu'ils ont eu un peu peur, hein. Et ouais, après, surtout au niveau de l'Australie, je pense que c'est vraiment l'Australie qui a loupé son premier match. Et elles aussi, elles se sont fait peur parce que remonter de justesse et battre 3-2 le Brésil, je pense qu'elles se sont sauvées là-dessus. Et on va continuer avec le groupe D. Le groupe dont j'ai vu un match au Parc des Princes durant mon périple en France. J'ai pu voir le match Argentine-Japon et j'avais pu voir les premiers points de l'Argentine dans son histoire dans la Coupe du Monde. C'était assez beau, mais on a également vu un Japon qui a déçu. Et d'ailleurs, Adi, qu'as-tu pensé de ce groupe avec un Japon beaucoup moins dominant que ce que l'on attendait? Bah, écoute, on en avait parlé lors du podcast de présentation et moi, je posais un doute sur cette équipe japonaise parce que on avait parlé de la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection qui avait pris sa retraite et qui était plus là. Et ma question, c'était, je me rappelle à Georges, Elodie malheureusement n'était pas là, mais ma question à Georges était, c'est qui va marquer les buts? Et si on regarde effectivement l'équipe nationale japonaise, sur 3 matchs, elle a marqué 2 buts. Bon, elle s'est qualifiée.
Sauf que on voit qu'il y a un gros problème à l'attaque. Bon, en fait, dans tout le groupe, je pense qu'il y a eu des problèmes à l'attaque pour les 4 équipes, que ce soit l'Angleterre, l'Argentine ou l'Écosse. Je pense que c'est le groupe où il y a aucune attaque qui a été dominante. Et on l'a vu avec le Japon. Je pense que dans les rondes après, ça va être un peu difficile de passer sans marquer des buts, en fait. Ce qui est assez logique, surtout qu'elle joue contre qui? Contre les Pays-Bas qui sont en feu. Et on va revenir là-dessus. Ouais, et toi, Elodie, qu'as-tu pensé de ce groupe-là avec un Argentine qu'on n'attendait pas si haut en troisième? Malheureusement, ils n'ont pas pu se qualifier, mais vraiment avec un Écosse là, qui est tout de même déçu là, avec ce nul face à l'Argentine. Ouais, j'ai été un peu déçue pour les Écossais parce que j'ai eu la chance d'assister à 2 matchs de ce groupe D, donc c'était Angleterre-Écosse et Angleterre-Japon. Et l'Angleterre-Écosse, ben, j'ai été agréablement surprise par l'attaquante Hemsley, qui franchement a une technique incroyable et je l'ai trouvée vraiment impressionnante devant. Donc j'étais déçue que cette équipe écossaise ne passe pas. Après, au niveau des Anglaises, pour moi, elles m'ont agréablement surprise en fait. J'ai trouvé qu'elles se trouvaient bien sur le terrain, que voilà. Franchement, j'ai un bon feeling avec cette équipe anglaise. Et puis le Japon, bah ouais, je trouve qu'il y a un problème au niveau de l'attaque. Elles ont pas de frappe en fait, elles ont pas de, enfin voilà, c'est des frappes molles. Enfin, je m'attendais à mieux vu ce qu'elles avaient montré ces dernières années en fait. Parfait. Et toi, Georges, est-ce que tu es aussi pessimiste avec le Japon? Il faut jamais compter le Japon pour battu parce qu'ils ont un parcours dans les dernières grosses compétitions quand même assez intéressant. Mais par contre, comme a déjà été dit, on ne l'a pas vu encore. On n'a pas vu cette qualité. Ils sont bien organisés, ils jouent bien, ils circulent bien, mais il manque quelque chose qu'on puisse leur dire dominante ou une aspirante au titre. Par contre, pour les Anglaises, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui a commencé à se bâtir. Ils n'ont pas été dominants, mais ils ont été très, très efficaces. Et plus important que ça, il y a quelque chose qui s'installe entre l'entraîneur et l'équipe. Il y a eu beaucoup de commentaires négatifs quand un entraîneur a été choisi qui n'avait jamais travaillé dans le côté féminin. Puis soudainement, on voit que les joueurs semblent croire en lui, ils le respectent beaucoup, il y a une interaction à tous les matchs sur une ligne de touche. Il y a toujours des interactions intéressantes entre joueuses et entraîneurs. Et c'est très intéressant. Puis je pense que c'est une équipe qui va trouver une façon de s'imposer. Ils ont eu des difficultés contre l'Écosse, mais ils ont gagné. Puis à chaque match, ils ont trouvé le moyen de sortir avec les 3 points. Ce groupe, par contre, va être connu pour un match qui fait un peu la honte du tournoi, le match Écosse-Argentine. J'ai revu le match à 2 reprises parce que je voulais le revoir. Dans les dernières 11 ou 12 minutes, il y a eu 2 minutes de jeu. Donc, c'est quelque chose qu'avec le VAR qui a été introduit dans le jeu, peut-être il va falloir carrément arrêter le cadran quand ils font des révisions parce que quand on joue 2 minutes sur 12, c'est un peu ridicule. On ne parle plus d'arrêt de jeu, là, on parle carrément de perte de temps. Puis, on pourrait commenter sur l'efficacité puis le besoin de VAR, ça c'est une autre discussion à part, mais c'est le temps qui est perdu à faire toutes ces révisions. En effet. C'est très intéressant ce que tu dis, Georges. J'y ai pensé un peu dernièrement, pas juste en regardant cette Coupe du Monde féminine, mais en général. C'est assez difficile. On commence à avoir des matchs des fois où les spectateurs sont là en train dans le stade, puis des fois tu fais pas attention combien il reste de minutes additionnelles, puis tu vois que tu es arrivé à la 90e minute, tu vois pas le 4e arbitre lever son tableau. Puis en fait, tu as perdu, je sais pas, 3-4 minutes. Puis je sais pas si effectivement, à cause de la VAR, tu as perdu 3-4 minutes. Puis je sais pas si effectivement ça a été comptabilisé. Donc, tu sais plus trop quand le match va finir. Tu es un peu perdu. Puis tu as des longueurs. Des fois, on a vu depuis l'introduction de la VAR, des minutes additionnelles, 12-13 minutes parfois dans des matchs. Ce qui est quand même, selon moi, un peu aberrant. Donc, vaut mieux, dès que c'est en review, on met ça en pause. Puis c'est un peu plus simple. En tout cas, il faudra voir. Ça, c'est un gros problème FIFA et non pas juste du côté des féminines, mais du côté de tout ce qui est relié au soccer.
Mais moi j'ai toujours cru qu'on rattrapait jamais assez le temps perdu. Oui, moi aussi. De dernières années, en tant qu'entraîneur, souvent, mettons, quand il y avait une blessure, je demandais à un de mes adjoints de partir un chrono pour voir combien de temps. Puis des fois, il y avait 5-6 minutes pour que la joueuse reçoive du traitement, etc. Puis à la fin, il a rajouté 3 minutes. Oui, mais c'est ça, exactement. Sans compter tout le reste. Je peux vous dire, c'est un peu par rapport à la discussion de la Coupe du Monde, mais aux États-Unis, dans les ligues universitaires, l'arbitre contrôle le chronomètre, l'écran. Donc, lui, il arrête le match. Donc, eux, ils finissent toujours à la minute 0-0-0. Il y a un décompte. Donc, s'il y a 2 minutes d'arrêt, il arrête le cadran. C'est peut-être quelque chose à réviser sur le niveau international parce que ça commence à être un peu ridicule, le temps perdu. Exactement. Et j'aimerais ajouter une dernière chose sur ce groupe-là. Je suis vraiment désolé pour toi, Anthony, parce que tu as dû assister au seul match qui a fini 0-0 dans cette Coupe du Monde. Donc, dès que j'ai vu le score à la fin, puis je regarde tous les autres résultats, c'est vraiment dommage. Après, je ne sais pas comment tu as trouvé le match. Pour dire franchement, moi, je ne l'ai pas vu, le match Argentine-Japon. Je ne sais pas comment tu as trouvé ce match-là. Comment a été l'expérience pour toi? En fait, pas beaucoup d'occasions. C'est sûr, sur le terrain, c'était assez... peut-être pas décevant parce que j'ai vite compris qu'est-ce que l'Argentine venait chercher sur ce terrain. C'était ses premiers points. Donc, j'ai été plus conciliant avec l'Argentine, mais le Japon, là, que j'attendais j'attendais vraiment, là, m'ont un peu déçu, là. Mais à la fin du match, voir l'Argentine célébrer comme ils avaient remporté cette Coupe du Monde, là, j'ai bien aimé parce que c'était vraiment un match historique pour eux et on peut tout leur pardonner au vu de leur célébration. Exactement. Et en plus, il ne faut pas oublier, on en avait parlé aussi dans le podcast de présentation. Si je me rappelle bien, il y a 9 joueurs de l'Argentine, 9 joueuses de l'Argentine qui ne jouent pas dans un club professionnel. Donc, c'est quand même un gros exploit d'avoir fini cette Coupe du Monde-là avec 2 points, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 2 points. Quand même contre des équipes qui ont beaucoup de joueuses professionnelles, n'est-ce pas, Élodie? C'est quand même intéressant de voir des équipes, surtout d'Amérique du Sud, venir et puis au moins montrer quand même une image pas si pire de leur football féminin. C'est sûr, après, je ne connais pas spécialement l'Argentine, mais oui, faire 2 points à leur niveau, pour en plus, du coup, finir 3e de leur groupe, je pense que c'est déjà énorme pour elles, en espérant que ça puisse apporter quelque chose à leur fédération et qu'ils y mettent un peu plus de moyens. Exactement, ça a toujours été le gros problème. On en avait parlé, Georges l'avait beaucoup mentionné dans du podcast de présentation, comme quoi en Amérique latine, le football féminin n'est pas encore malheureusement assez supporté. C'est le seul continent où c'est pas encore assez supporté le football féminin. On espère voir, grâce à ces résultats de l'équipe nationale argentine, un peu plus de soutien pour le football féminin, pour le soccer féminin en Amérique du Sud. Oui, effectivement. Et on serait maintenant rendu au groupe E, le groupe du Canada. Donc, on va un peu plus s'attarder sur ce groupe. Adi, je crois que tu avais beaucoup d'espoir dans nos Canadiennes. Comment as-tu trouvé l'équipe canadienne? Écoute, je trouve que je pense qu'il y a eu beaucoup de critiques sur l'équipe canadienne. Malheureusement, je trouve que avec raison. L'équipe canadienne n'a pas été dominante, malheureusement. Mais par contre, je suis quelqu'un qui regarde un peu les choses d'une manière un peu plus positive. Et je regarde, si jamais je vois un peu la différence de match en match, je pense que la prestation du Canada contre le Cameroun, la victoire de 1-0 était vraiment tirée par les cheveux. C'était très compliqué pour l'équipe nationale canadienne. Elles ont quand même pris 3 points. Lors du prochain match, on a vu une certaine progression dans la formation canadienne, dans la tactique canadienne, où ils se sont imposés contre la Nouvelle-Zélande sur le score de 2-0. Puis après, elles se sont retrouvées face aux Pays-Bas. Malgré la défaite de 2-1 contre le Pays-Bas, je trouve que les 30 premières minutes de l'équipe nationale canadienne dans ce match-là étaient les meilleures qu'elles avaient disputées à cette date-là dans la compétition. C'est ce que moi j'ai trouvé du côté canadien. Ça, c'est le côté positif de la chose. Après, une chose que j'ai trouvé un peu négative, j'ai trouvé beaucoup de déchets techniques. Pour une équipe au 5e rang mondial, je trouve qu'il y a un peu trop de déchets techniques chez cette équipe canadienne. Je suis content, par contre, que j'ai vu de la progression et ça m'encourage pour la suite.
Hmm. Est-ce que tu es du même avis, Georges? Oui, je pense que on a vu la recette pour que le Canada puisse gagner, c'est limiter les buts puis marquer un but ou deux sur le contre-attaque. La différence, je pense qu'il y avait eu 8 blanchissages dans les 10 derniers matchs, puis c'est toujours des victoires 1-0, des matchs 0-0 contre les Pays-Bas, mais ils ont donné le premier but. Et ça les a fait mal, je pense, parce qu'ils ont dû sortir de leur coquille un peu avant qu'ils étaient prêts. Mais il faut garder en tête que pour passer comme premier du groupe, il fallait absolument qu'ils gagnent ce match-là. Donc, à 1-1, on peut dire oui, ils allaient bien, mais il fallait quand même aller chercher un deuxième but. Donc, ils ont progressé du premier match au troisième. Je pense la chose à garder en tête, ils se sont compliqué la route un peu en finissant deuxième. Je pense en jouant Japon, puis peut-être l'Italie après dans les quarts de finale, ça aurait fait un chemin plus facile vers la demi-finale. Je pense qu'ils sont capables d'aller chercher la Suède, c'est certain. Mais après, se trouver avec l'Allemagne en chemin dans les quarts de finale, ça va être compliqué la vie un peu. Mais ils ont progressé. Ils ont joué du soccer correct, selon moi. Rien de spectaculaire. Il manque de l'attaque. Un peu comme on dit pour la France, il manque quelqu'un. Si Christine Sinclair ne marque pas de but ou crée des chances, c'est difficile de trouver d'autres buts. Moi, j'étais déçu de Janine Becky. Je pensais vraiment que ça allait être le match où elle sort pour marquer des buts. Puis, il y a eu beaucoup de déchets dans son cas, elle. D'accord. Et toi, il a dit qu'il, je crois, a eu la chance d'avoir 2 matchs sur 3. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Canada-là? Le premier match, ouais, j'ai été surprise aussi qu'elle remporte avec seulement un but d'écart. Je m'attendais vraiment face au Cameroun à un score vraiment très très large. Et puis la défaite contre les Pays-Bas, moi le point positif quand même que j'ai retenu de ce match, c'est qu'elles sont revenues vite au score en fait. C'est sur, enfin Christine Sinclair, voilà, on voit qu'elle est présente dans la surface, c'est la buteuse canadienne, quoi. Et elles ont un mental qui leur ont permis de revenir, quoi. Je trouve que c'est vraiment un point positif. Ça c'est clair. Ouais, exactement. Et j'aimerais revenir un peu sur ce que Georges a dit par rapport à Janine Becky, parce que je suis 100% d'accord avec lui et j'aimerais qu'on analyse un peu plus sa performance. On s'entend que Janine Becky, c'est supposé être une joueuse dominante de cette équipe nationale canadienne. On en a parlé, comme quoi elle joue à Manchester City dans la première ligue anglaise. C'est quand même une joueuse qui est supposée avoir un impact. Puis en date d'aujourd'hui, on n'a pas vu cet impact-là. On a vu qu'elle tente, elle a une grosse frappe, puis chaque fois qu'elle tente sa grosse frappe, elle la tente dans les mauvaises conditions. Elle prend pas le temps de vraiment s'appliquer sur sa frappe. Euh, Elle s'avance quand il ne faut pas s'avancer, elle recule quand il ne faut pas reculer. Euh, elle est comme on dit en anglais, off tempo. Elle est un peu, elle est pas dans le rythme. On sent qu'elle a un certain faux rythme depuis le début de cette compétition-là. Et je trouve ça très, vraiment très difficile. On l'a vu aussi sur plusieurs centres. Elle a complètement manqué ses centres sur le côté, puis qui sont allés directement dans les 6 mètres. Est-ce que ça passe? Moi, je pense que si le Canada veut encore progresser, être encore plus forte, il lui faut un peu plus de Janine Becky, beaucoup plus en fait de Becky pour espérer à mieux, parce que c'est supposé être une arme fatale pour le Canada. Je ne sais pas ce que tu en penses, Georges. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on pense, beaucoup plus de pression que ce qu'on pense sur Becky qui doit vraiment performer à un plus haut niveau? Mais ça prend la relève offensive. Christine Sinclair, pour tout qu'elle a accompli dans sa carrière, elle est rendue à 36 ans, donc ça prend une joueuse. Moi, je dirais en ce moment, Nichelle Prince a plus fait comme relève offensive que Janine Becky, sans avoir le même vécu, les mêmes qualités. Puis c'est ça un peu qui est décevant. Il y a d'autres joueuses qui ont ressorti à des moments clés, mais je pense que ça prend quelqu'un pour épauler Christine Sinclair. Puis je m'attendais que ce soit Janine Becky. Je voyais venir quelque chose de gros pour elle. Elle a tout fait des bons choix. Aller jouer à Manchester City juste avant la Coupe du Monde, je dis, ah, là, c'est une joueuse qui prend son développement au sérieux. Pour un petit point qui a peut-être été manqué par beaucoup de gens, puis j'ai beaucoup aimé en tant qu'ancien entraîneur, c'est contre la Nouvelle-Zélande. Ils ont commencé avec un schéma tactique précis.
Puis au cours de la première demi, soudainement, on a vu un changement. Ils ont passé d'un 4-3-3 à un 3-5-2, un peu sans que ça se vu. Puis je pense que ça, c'est intéressant. Qui n'ont pas été rigides. Ils ont vu une opportunité de changer le schéma. Puis je pense que ça a réussi. Oui, c'est très vrai, c'est vraiment très logique ce que tu en parles. Puis c'est magnifique parce qu'on avait vu, et c'est une très bonne façon de voir de la part de l'entraîneur Heiner Muller, parce qu'il a vu une opportunité. La Nouvelle-Zélande était vraiment pas, mais vraiment pas dans son match. Puis elle avait rien créé offensivement, donc il a switché directement à un 3-5-2 en reculant Sophie Schmidt et en faisant rentrer les deux latérales avec Ashley Lawrence et Jade Rivière. C'est ça, et puis ça a été très bon. On les a vu, elle jouait un peu plus en tant qu'ailière qu'en tant que latérale. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très bien que tu le mentionnes parce que c'est vraiment, ça montre qu'il y a de la qualité du côté de l'entraîneur aussi. On avait peur un peu de ce que Heiner Muller a été capable de faire par rapport à Herdman, mais je pense qu'il a bien répondu jusqu'à maintenant. Oui, je suis d'accord. C'est ça. Et j'aimerais parler un peu aussi du côté, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été critiquées aussi du côté du Canada, surtout dont Stéphanie Labbé. Sur le dernier match contre les Pays-Bas, elle fait une grosse bourde sur le deuxième but. Je pense qu'elle ne devait pas sortir par rapport à ça. Je suppose, Élodie, tu as dit que tu as vu ce match-là contre les Pays-Bas. Est-ce que tu penses que Stéphanie Labbé a vraiment est vraiment la personne qui a causé un peu cette défaite avec cette bourde sur le deuxième but? Défaite, on le voit direct qu'elle sort et que mon souvenir, s'il est bon, elle effleure à peine et puis l'autre attaquante a plus qu'à pousser le ballon dans les filets. Mais je ne sais pas si elle était pas mal marquée aussi, l'attaquante. Donc la faute serait pas totalement imputée à la gardienne. Hein. OK. Et toi, Georges, t'as pensé quoi? Est-ce que tu penses que Stéphanie Labbé nous a coûté un peu cette défaite face aux Pays-Bas? Regarde, c'est un jeu d'équipe. Si c'est rendu à ce point-là, il y a peut-être quelqu'un d'autre un peu plus haut sur le terrain qui a fait erreur. Je pense que Kedisha Buchanan, dans les débuts, a été peut-être un peu en retard sur sa couverture aussi. C'est un joueur qui joue sur ses qualités physiques. Moi, c'est rare. C'est rare que je vais pointer une joueuse comme responsable direct d'un but, à moins que ça passe entre ses jambes pour la gardienne ou quelque chose du genre. Là. Tout arrive. Il y a des choses qui arrivent constamment dans un match qui amènent une chance de marquer. Stéphanie Labbé a été troisième gardien pendant longtemps. Puis moi, je l'ai dit lors du premier podcast, si on a gagné une médaille de bronze aux Olympiques, c'est grâce à Stéphanie Labbé qui a su prendre le rôle de partante. Elle est forte. Honnêtement, à part quelques erreurs de temps en temps où des fois, son jeu de pied, elle prend une touche de plus quand elle devrait juste sortir le ballon. Mais en général, j'aime sa prestation depuis qu'elle a embarqué comme numéro 1 juste avant les Olympiques en 2016. On peut pas se fier sur peut-être une erreur dans un match pour dire qu'elle a coûté son équipe. Ça joue en équipe tout le temps. Non, effectivement. Mais sur ce match-là, il faut dire tu l'as dit, il y a eu une erreur. Moi, c'est ça où je veux revenir. Je ne reviens pas sur la qualité de Stéphanie Labbé, qui tu as raison, une très bonne gardienne de but. C'est juste que sur ce match-là, il y a eu une erreur qui, selon moi, et malheureusement, ça arrive à tout le monde, mais malheureusement, c'est la sienne, d'après moi. Après, bon, j'aimerais aussi parler d'une dernière chose sur l'équipe nationale canadienne. On pourra parler après du reste du groupe. L'essai sur Jordan Huitema, qui, selon moi, qui va être l'attaquante de pointe après le départ de Christine Sinclair quand elle prendra sa retraite. Huitema, la mettre à la place de Nichelle Prince, qui a été, selon moi, la meilleure joueuse du Canada depuis le début de la compétition, et lui donner le départ à Huitema sur l'aile droite. Moi, personnellement, j'aurais aimé voir Huitema en pointe dans un 4-4-2 beaucoup plus que l'avoir décalé sur l'aile. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Georges, par rapport à Huitema. Je trouve qu'elle n'était pas dans les meilleures conditions pour ses débuts en Coupe du Monde en la mettant sur le côté. Je vais répondre d'une façon générale, puis après d'une façon un peu plus précise. Oui. Moi, j'ai encore des questions sur la longévité de Jordan Huitema comme grande joueuse de foot, de soccer à la long terme. Elle a des qualités. Elle a bien fait partout où elle a passé. Je ne peux rien dire contre ça. Le fait qu'elle a décidé de ne pas aller à l'université puis aller directement dans les rangs professionnels,
c'est un choix intéressant pour une joueuse féminine. Mais pour moi, si elle va réussir, elle a le prototype d'un classique numéro 9. Avec son gabarit, avec sa force, avec sa frappe, il faut qu'il joue dans un rang central. C'est ça. C'est une joueuse qui va finir le jeu et non pas créer le jeu. C'est un peu... Herdman avait essayé, quand il y avait des jeunes attaquants qui montaient, ils ont essayé de mettre Christine Sinclair un genre de 10 pour venir plus bas, pour qu'elle puisse toucher plus de ballons. Puis on voyait que, oui, elle avait les qualités pour jouer partout, mais elle est efficace. Christine a toujours été efficace en jouant en pointe, dans un espace central. Puis je pense à Haitema, c'est pareil. Si tu veux vraiment la donner une expérience de Coupe du Monde, mets-la dans une position où elle peut réussir. La mettre sur le flanc où tu t'attends normalement, la façon que le Canada joue, les joueuses sur le flanc, ils vont battre les joueuses en vitesse ou faire des centres. Ça, c'est pas les forces du tout. Joueuses-là. Exactement. Donc, on est un peu d'accord sur ce point-là. Je ne sais pas si, Elodie, tu as quelque chose à dire par rapport à Huitema qu'on a vu sur le flanc droit face aux Pays-Bas. Après, voilà, moi, je connais pas très très bien les joueuses canadiennes parce que je découvre un peu moi cette équipe-là pendant cette Coupe du Monde, mais c'est vrai que moi, enfin, je l'ai trouvé bien hein, sur ce côté-là. Hein. Ouais, c'est juste qu'elle a été tellement dominante lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans et elle a été, je pense, les moins de 20 ans aussi parce qu'elle a juste 18 ans. Hein, elle est vraiment très, très jeune. Puis elle a tellement été bonne et dominante et tellement de talent en tant que numéro 9 que la voir sur le côté, comme l'a dit Georges, vraiment, c'était pas joué sur ses qualités. Par contre, encore une dernière chose, parce que j'aime parler de cette équipe-là, une très bonne rentrée d'Adriana Leon dans ce match-là. Georges, tu peux nous en parler un peu parce qu'elle a été vraiment extraordinaire quand elle est rentrée à la place de Christine Sinclair. Adriana Leon, t'as pensé quoi de sa prestation? Quand j'ai vu qu'ils allaient faire ce changement, je me suis posé des questions. Honnêtement, voyant les autres joueuses qui auraient pu faire rentrer, je me posais, est-ce que c'est vraiment la meilleure option? Mais je donne crédit, c'est une joueuse qui travaille. Elle a un volume de jeu très, très intéressant. Elle a couvert beaucoup de terrain, elle a couru un partout, elle a mis la pression, elle est travaillante. Elle a eu un impact à son rentrée. Elle joue en Angleterre avec West Ham, donc elle a quand même connu un bon niveau de compétition. Je ne peux rien dire. Elle a fait le travail d'un substitut. En tant qu'entraîneur, quand tu mets une joueuse à ce moment-là dans un match, tu espères qu'elle va amener une énergie ou quelque chose. Une expression que je l'utilisais avec mes substituts, je veux te voir jouer 90 minutes dans 20 minutes. Et c'est un peu ça qu'elle a fait au niveau de son énergie. Puis, c'est intéressant à voir qu'est-ce qu'il pourrait faire comme suite. Parfait. Et si on parle rapidement là, des autres équipes de ce groupe, les Pays-Bas, ils finissent première grâce à 3 victoires. Est-ce que pour vous, c'était logique au vu des performances ou c'est vraiment une surprise, là, Georges? Mais en 2015, les Pays-Bas, ils ont été mon coup de cœur. Je dois dire. Là. Premièrement, le soutien de leurs supporters, c'est incroyable. Ici, on a vu des vidéos de la marche vers le stade, les parades qu'ils font, la chanson, le bruit, c'est incroyable. J'adore l'orange brillant. Ils ont été mon coup de cœur ici au Canada en 2015. Ils ont, selon moi, 2 joueuses incroyables qui vont être sûrement... je suis convaincu qu'elle va battre le record de Christine Sinclair parce que je crois que Christine va dépasser Abby Wambach. Puis bientôt, Medina va passer Christine. Mais ça a été pour moi l'équipe la plus constante, la plus dangereuse. Mais même là, si on regarde leur match contre le Cameroun, à 2-1, Cameroun a une chance pour faire 2-2, puis passe à 6 pouces d'égaler. Puis 1 ou 2 minutes plus tard, il descend puis il marque le 3e but. Ça a été si proche d'être 2-2, puis soudainement, on se trouve à 3-1, puis qui fait la différence. Alors, c'est logique qu'ils ont fini premier, vu la prestation dans les 3 matchs, mais je pense que c'est une équipe qui peut causer des problèmes d'ici la fin. Oui, Adi, est-ce que tu es du même avis? Oui, en fait, je suis du même avis.
Je suis du même avis. C'est une équipe, c'est les champions d'Europe. C'est pas rien. C'est vraiment les champions d'Europe, les Pays-Bas. Et elles ont montré, on avait parlé aussi dans le podcast de présentation de l'attaquante Viviane Miedema. Quelle joueuse. Oh, mais quelle joueuse. C'est tellement beau de la voir jouer. Vraiment très, très impressionné par elle. Il y a vraiment des joueuses de grande qualité. On a vu Anouk Decker en défense centrale, qui est aussi très, très bonne. Qui a vers la fin de sa carrière, plus que le début. Elle a quand même 32 ans. Mais en tout cas, il y a de très, très bonnes joueuses. On voit Van de Sanden, la joueuse lyonnaise, sur le flanc droit, qui est extrêmement rapide. Elle a elle a des problèmes à cadrer sa frappe, mais sinon, elle est très, 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 très bonne. Les Pays-Bas, c'est une équipe vraiment à surveiller pour le reste de cette compétition. Ça m'étonnerait pas de les voir aller loin, même très loin dans cette compétition. Puis n'oublie pas Leek Martins qui joue à Barcelone aussi, une autre joueuse très, très intéressante. C'est une équipe qui a tout pour aller loin, je pense. Effectivement. Et puis, quand Leek Martins est remplacée, elle est remplacée par qui? Elle est remplacée par une autre très, très bonne joueuse. J'essaie de me rappeler son nom. Beerenstein. Beerenstein qui est rentrée à la place de Leek Martins face au Canada. Et c'est elle qui marque le but gagnant. Donc, il y a de la qualité partout dans cette équipe. Et Beerenstein joue au Bayern de Munich. Donc, on s'entend qu'il y a vraiment de la qualité partout du côté de cette équipe hollandaise. Parfait. Et pour la troisième place, là, ça jouait surtout entre la Nouvelle-Zélande et le Cameroun. Si on se trouve au classement mondial, la Nouvelle-Zélande devait facilement finir troisième. Finalement, c'est le Cameroun qui l'emporte. Elle a dit, est-ce que tu as eu la chance d'avoir joué soit le Cameroun ou la Nouvelle-Zélande? Ah, du tout. Alors, moi, j'ai pas pu voir leur match. Mais ouais, le Cameroun, une équipe africaine qui, je pense, qui prend de l'ampleur, là. Elles ont réussi donc à remporter le dernier match qui leur a permis de prendre la place, quoi. Du coup, je crois qu'elles vont jouer contre l'Angleterre pour les huitièmes de finale, c'est ça? Ouais. Donc ouais, là, ça sera un autre morceau, mais pourquoi pas. Parfait. Et je t'ai complètement oublié. On parlait du Pays-Bas. Est-ce que tu avais un avis sur ce Pays-Bas? Le Pays-Bas, ouais, pour moi, c'est une équipe qui a de la qualité, mais partout, que ce soit en attaque, en défense. Et je pense qu'elles sont sur la bonne lancée depuis leur titre européen en 2017. En plus, comme on l'a dit, les supporters qui sont partout dans les stades, on voit des vagues oranges de partout, c'est impressionnant. Non, moi, franchement, voir les Pays-Bas là, ça me surprend pas et je les vois aller quand même assez loin. Parfait. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à rajouter sur le Cameroun ou la Nouvelle-Zélande? Non, moi, je pense que tout a été dit. Moi, j'ai rien à ajouter. Parfait. Donc, continuons avec le groupe F. Un groupe que les États-Unis a quand même passé facilement. Elle a dit tu devais être assez satisfaite des États-Unis malgré le petit scandale du premier match. Oui, tout à fait. Bon, là, au niveau du classement du groupe F, je n'ai aucune surprise. Je ne m'attendais pas à autre chose, en fait. Et oui, c'est vrai, elles ont gagné leur premier match 13-0 face à la Thaïlande. Donc, c'était vraiment une équipe très, très faible. Donc, les Américaines, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont déroulé, elles ont mis leur jeu en place. En plus, elles avaient leur équipe type. Donc, forcément, derrière, ça marque. Et puis oui, le fait d'avoir célébré les buts, enfin les 13 buts d'une façon comme si c'était le premier, en fait, ça n'a pas plu à tout le monde. Et effectivement, même j'ai vu même des Américains critiquer ça. Ben oui, c'est le fair play. C'est le fair play. Malheureusement, on en a vu des grosses victoires dans notre vie en tant que supporter, en tant que spectateur du football, que ce soit chez les masculins ou chez les féminins, chez les féminines. À partir d'un certain moment, on arrête de célébrer excessivement. Oui, on célèbre, c'est normal, il y a un but. Si c'est une petite joueuse de 17 ans, 18 ans qui marque un but, même si c'est le 13e, oui, elle va célébrer, c'est normal. Sauf que, arrivé à un moment,
faut aussi respecter le fair play, respecter le fait qu'il y a des joueuses qui, pour elles, c'est une humiliation totale en face. C'est un manque de classe de la part des États-Unis. En tout cas, j'en avais parlé assez longuement sur les médias sociaux. Plusieurs personnes étaient pour, dont des Américains, et plusieurs personnes étaient contre, dont des Américains. Donc, il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Mais point de vue logique, point de vue respect, c'est quand même irrespectueux de mon point de vue à moi. Donc, bref, c'est ce que j'avais à dire, c'est ces célébrations excessives, et c'est ça que j'ai pas trop aimé. Après, moi, je vais rajouter, moi, j'ai vu ce match, puis le débat sur les célébrations, puis le nombre de buts, sur plusieurs facettes. Pour moi, un match 13-0 à la Coupe du monde féminine, c'est pareil comme un match 6-0 ou 6-1 ou 7-1 côté masculin à la Coupe du monde. Ça arrive, c'est normal. Pour moi, pour une vitrine de notre sport féminin qu'ils veulent montrer, ça augure mal. Ça démontre que peut-être il y a quelque chose dans la façon que FIFA attribue les places à les confédérations différentes qui devraient être révisées en ce moment. Oui, c'est bien de dire une 5e équipe de l'Asie va faire grandir leur sport dans cette région, mais j'ose croire que la 9e équipe ou la 10e équipe en Europe est plus forte que la Thaïlande. Donc, si on veut grandir puis prouver que c'est une compétition sérieuse, on devrait essayer d'éviter le plus possible des matchs comme ça. Moi, je le vois un côté, ça c'est un aspect. L'aspect célébration, soyons francs, si un match de gars finissait 13-0, sûrement les gars célébraient à peu près pareil. Je pense que le fait que c'était des femmes, il a peut-être été un peu plus mal vu par certains, mais ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'il y avait beaucoup de Abby Wambach en Tate, Julie Foudy, d'autres personnes ont sorti « Oh, mais si c'était des gars qui célébraient comme ça, personne n'aurait rien dit. » Moi, personnellement, oui. Que ce soit des gars ou des femmes qui auraient célébré comme ça, je trouve ça aberrant. Puis je peux dire que si moi, je suis sur le terrain puis quelqu'un célèbre comme ça à la 12e ou 13e but, je pense que je prendrais un carton rouge pour me venger, honnêtement. Je trouve ça c'était un peu trop. Celui d'Alex Morgan, je trouve ça quand elle a commencé à compter les buts sur ses mains. Celui de Rapinoe qui se jette par terre a fait je ne sais pas quoi, son Riverdance, je ne sais pas quoi. Les joueuses sur le banc qui ont fait leur mini-vague au 12e bout. Puis, je rajoute à ça un côté arrogance de Carly Lloyd, une joueuse que j'admire beaucoup, que je pense a été la meilleure joueuse en 2015. Elle n'est plus importante. Elle a perdu sa place. Elle rentre le match d'après, ou le 3e match, je ne me rappelle pas exactement. Elle marque un but, puis fait, en anglais, un golf clap. Comme rire des gens qui critiquaient les célébrations. Moi, je trouvais ça encore plus arrogant que toutes les autres célébrations. Alors, si on dit que la Coupe du monde, c'est le visage, c'est une façon de vendre le sport, les Américains, ils n'ont pas fait bien ça. Mais ils sont là pour gagner. Eux autres, ils vont dire on s'en fout de représenter le sport en général. Nous, on veut gagner. Bravo. Alors, c'est ça. En tout cas, j'ai fait ma montée de lait pour le matin. Je pense qu'on a tous fait la montée de lait. Ben, on va laisser Élodie s'exprimer un peu plus sur cette équipe nationale américaine qui a quand même, malgré tout, il faut vraiment admirer ce qu'ils ont fait. Une très belle performance. 3 matchs, 3 victoires, 18 buts marqués, 0 encaissés. Est-ce qu'il y a une équipe qui va pouvoir vraiment combattre au moins donner du fil à retordre à cette équipe féminine des États-Unis? En tout cas, j'ai beaucoup de mal parce que sa bête noire, qui est l'équipe nationale suédoise, c'est la bête noire de cette équipe des États-Unis. Et puis, même là, les États-Unis ont gagné assez facilement 2-0. Assez facilement, je veux dire, contre une bête noire, ils n'ont pas tremblé non plus. T'en penses quoi, toi, Élodie? Ah mais carrément, enfin moi je m'attendais vraiment à ce match à ce que ça soit assez serré. Et puis j'ai vu une équipe suédoise qui avait complètement changé son 11 de départ. Il y a eu 4 changements je crois pour les Suédoises et on s'attendait à ce qu'ils mettent vraiment leur 11 type pour essayer de faire quelque chose et puis non. Donc à savoir s'ils voulaient essayer d'éviter la France après pour les quarts, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire mais le fait d'avoir vu les États-Unis jouer comme ça je me suis dit, ça va être compliqué.
pour les autres équipes de faire quelque chose. C'est incroyable. On peut même dire qu'elles ont 2 équipes en fait. C'est entre le premier match et le deuxième match, elles ont changé 7 joueuses et on n'a vu aucune différence en fait. C'est incroyable. Et- Ah, Euh, vas-y, ouais, vas-y. je vais y aller. Ok, excuse-moi, Anthony. Oui, et puis, bon, revenir à ce côté des États-Unis où vraiment elles ont vraiment dominé. Et tu as dit, il y a vraiment 2-11 sur cette équipe. Est-ce que si jamais maintenant j'ai à poser une question à chacun d'entre vous, est-ce que, nomme-moi une faiblesse de cette équipe nationale américaine, Élodie, est-ce que tu en trouves une? Euh, Là, de suite, comment dire, C'est compliqué, hein? peut-être au niveau de la défense, en fait. OK. Elles ont peut-être une bonne équipe, mais des fois, au niveau de la défense, on n'a pas eu trop l'occasion de les voir travailler, en fait, la défense. Donc, à voir. Après, c'était ce qui avait posé problème quand ils avaient joué contre la France en début d'année. Hmm. D'accord. Et Georges, toi, tu penses quoi? Est-ce que tu es Moi, d'accord avec cette assez... oui, je pense que quand tu as été aussi dominant, puis tu n'as pas fait face à l'adversité vraiment, des fois, tu peux avoir un faux sens de confiance que quand tu vas être pressé dans des moments difficiles, mais tu n'as pas les réflexes, tu n'as pas vécu quelque chose de difficile, c'est difficile de trouver une façon d'agir. Mais encore plus important, peut-être c'était des choses mineures, mais le fait qu'Alex Morgan a été enlevé du match avec une blessure, dit-on mineure, mais on ne sait jamais, puis le fait que Julie Ertz n'a pas joué du tout parce qu'elle était blessée, moi, je pense que les États-Unis ont 2 équipes, sauf au poste de Julie Ertz. Je pense qu'il n'y a personne qui joue le même rôle, qui a le même profil qu'elle. Elle peut jouer en défenseur central, mais là, je vois que c'est une joueuse qui rentre comme milieu de terrain défensif, puis il n'y a aucune joueuse sur l'équipe qui prend sa place. Donc, si jamais Julie Ertz est blessée, puis pas personne ne prend sa place, ils sont tellement dominantes que peut-être ce manque-là va être pas si évident. Mais si jamais c'est un match serré puis on a besoin d'une joueuse qui joue ce rôle, ils vont peut-être un peu dans le trouble. OK. Donc, au côté du milieu défensif, Anthony, toi, tu as un avis sur cette faiblesse, sur la faiblesse de l'équipe nationale américaine? Ben, c'est sûr que, tu sais, quand on voit les joueuses qui évoluent avec cette sélection, c'est, c'est assez dur de leur trouver des faiblesses, selon moi. J'ai hâte de voir face à vraiment à une nation du top 5, mais vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont quand même en confiance avec les 18 buts comptés et 0 encaissés. Mais non, moi, personnellement, j'ai quand même de la difficulté à leur trouver une faiblesse, là, mais je suis l'expert, je suis Elodie. Je crois que j'y fais confiance, je vais dire la défense. OK, ben parfait. Ben, j'ai juste une question maintenant pour relancer un peu cette équipe nationale américaine. Est-ce que vous pensez que les États-Unis, ben, déjà en premier, j'aimerais que Elodie juste mentionne parce que pour nos éditeurs et ceux qui suivent pas vraiment, qui n'ont pas suivi autant que nous la Coupe du Monde féminine, s'il te plaît, Elodie, est-ce que tu peux nous parler du nombre de tous les records qu'ont établi déjà les États-Unis depuis depuis le début de cette compétition, que ce soit individuel ou que ce soit en tant qu'équipe? Juste parle-nous un peu de ces records-là parce que c'est vraiment impressionnant après 3 matchs de voir autant de records battus. Ah oui, purée, là, je pense qu'elles sont parties pour exploser tout le record. Je pense que c'est ce qu'elles veulent faire. Bon, déjà, il y a 18 buts de marqués en phase de groupe. Donc, c'est le meilleur nombre de buts marqués en phase de poule, hommes et femmes confondus. Alex Morgan, elle a égalisé le record de Michelle Akers, qui est de 5 buts déjà, marqués dans une même Coupe du Monde. Carly Lloyd a marqué dans 6 matchs d'affilée de Coupe du Monde, donc elle dépasse le record qui était de 5. Et après, je sais plus, il y en a tellement que là, c'est déjà pas mal, je trouve. Ouais, ben c'est fou, c'est combien ils sont dominantes. Et puis c'est ça, moi je sais pas, j'ai rien d'autre à ajouter sur l'équipe nationale américaine. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, vous. Pour l'instant, je ne vois pas. Ouais. Georges? Non. Non? Donc, si on continue un peu avec le groupe F,
l'autre nation qui s'est qualifiée, c'est la Suède et c'est le prochain adversaire du Canada. Donc, elle a dit qu'est-ce que tu as pensé de cette Suède? Est-ce que tu penses qu'elle peut causer du tort aux Canadiennes? Elles peuvent, hein, vu comment elles ont joué face aux États-Unis au JO de 2016 avec une défense béton, elles peuvent causer des problèmes. Mais je pense que là, le Canada, elles vont se réveiller. Pour moi, elles vont se réveiller, elles vont faire quelque chose. Parfait. Et toi, Georges? Je suis d'accord. Je pense que, comme j'ai dit, la recette pour les Canadiennes, c'est de garder les matchs serrés puis essayer de débloquer pour marquer un but ou deux buts. Je pense que la Suède va être très serrée défensivement, mais pour moi, je n'ai pas encore vu la Suède avoir une attaque dangereuse qui va mettre de la pression sur la défensive canadienne. Ça ne me surprendrait pas qu'on voit peut-être le Canada, s'il ne sort pas en 3-5-2, mais à un moment donné dans le match, essaie à jouer en 3-5-2 pour mettre de la pression sur la défensive suédoise. Ils ont été corrects, mais ce n'est pas l'équipe qui a déjà été en 2003, en 2007, en 2011, aux Olympiques, en 2016. Ce n'est pas la même équipe. Puis, je pense que le Canada devrait aller chercher ce match en ronde de 16. Parfait. Je suis d'accord avec ce qu'on dit. Le Canada devrait passer. Donc, je pense qu'on va passer maintenant sur les huitièmes de finale, à donner chacun notre favori. Donc, je suis d'accord. Point de vue de la Suède et du Canada, je pense que le Canada devrait remporter. Je pense pas que ce sera un match facile. Par contre, on va pas gagner un 6-0 comme l'a dit Georges. Je pense que ça va être un match très serré avec le Canada qui gagne par un but d'écart. Et c'est ce que le Canada aime faire. Le Canada a toujours été comme ça, une équipe défensive qui va marquer un but et remporter un match. Et elles sont très fortes. Le groupe est tellement fort. Il y a tellement une belle osmose entre ces Canadiennes que en tant que groupe, elles ont tendance à vraiment performer dans des gros matchs. Puis je pense que ça sera le cas contre la Suède. Je veux juste rajouter un dernier point sur ce groupe F. Je pense pour le soccer en Amérique du Sud, oui. Le Chili, je pense le fait qu'il y a d'autres équipes, on a parlé de l'Argentine tantôt, mais que le Chili aussi, il y a des matchs intéressants. Puis selon moi, je pense qu'ils ont presque la meilleure gardienne au monde. On a vu des prestations incroyables de leur gardienne. Alors, je trouve que c'est juste bon pour le soccer féminin mondial en général de voir d'autres équipes que le Brésil sortir de l'Amérique du Sud. Oui, exactement. Et j'aimerais ajouter par rapport à la gardienne, juste pour préciser, pour les gens qui ont regardé le match contre les États-Unis, Antoine, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais qui est allé voir ce match-là, il me dit si la gardienne chilienne n'était pas là, le match aurait fini facilement 10-0 pour les États-Unis. Finalement, la victoire des États-Unis était juste de 3-0 contre le Chili. Donc, ça appuie encore plus ce que Georges vient de dire. Antoine m'a dit que c'était ridicule. Moi, j'ai pas eu la chance de le voir, ce match-là, mais c'était ridicule combien elle était bonne. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Elodie, ce match-là entre les États-Unis et le Chili. Si, ouais, je l'ai vue et franchement, elle a été mais juste magnifique cette gardienne. J'ai jamais vu une gardienne aussi bonne depuis, on va dire, Hop Solo, hein, mais c'est franchement moi, elle m'a impressionnée. D'ailleurs, j'ai entendu dire que son but, ça serait d'aller jouer en Ligue américaine. Ah donc oui, là, elle a encore un contrat de 2 ou 3 ans, je crois, avec Paris. Mais son rêve, voilà, c'est d'aller aux États-Unis. Donc, j'espère pour elle que ça se fera. Parce qu'elle le mérite, en tout cas. D'accord, parfait. Donc, c'est ça. Donc, je pense que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce dernier groupe ou est-ce qu'on passe aux prédictions enfin, on va essayer de faire nos prédictions pour les huitièmes de finale. Vous êtes tous prêts pour ça? Oui. Ouais. Cool. Anthony, je te laisse prendre la main. Parfait. Donc, le premier match de huitième de finale, c'est Allemagne-Nigeria à 11h30 heure du Québec, 17h30 heure de France. Donc, est-ce qu'il y en a un de vous qui voit le Nigeria passer ou vraiment l'Allemagne, là, c'est vraiment c'est trop de qualité? OK. Le silence du tout, je pense qu'on est unanime pour voir l'Allemagne passer. L'autre match de cette journée entre la Norvège et l'Australie risque d'être un peu plus serré. Je crois que l'Australie part favorite dans cette rencontre, mais on va commencer par Georges. Est-ce que tu crois que la Norvège a la capacité de s'imposer? Oui, parce qu'on a vu justement l'Australie, la façon qu'ils ont joué contre l'Italie. Donc,
c'est très possible. Pour moi, ça pourrait être un des matchs les plus intéressants des 8 matchs qu'on va voir dans les prochains jours. Ce qui est intéressant, je pense, si vous avez vu, mais ce matin, j'ai vu passer une nouvelle que Chelsea avait fait une offre à Sam Kerr qui pourrait la rendre la joueuse la mieux payée dans le monde. Alors, Sam Kerr, en plus de jouer pour son pays, amener son pays à un résultat intéressant, elle aussi, personnellement, elle joue gros, de peut-être se trouver un gros contrat qui va la récompenser à l'auteur de son potentiel. Donc, moi, je pense que c'est un match qui devrait être très, très intéressant. Je pense que la Norvège, ils ont toujours été très, très bons. Ils ont été une des meilleures équipes au début des années 90, quand les Coupes du Monde ont commencé. Ils ont eu une petite baisse de régime à un moment donné, mais là, je pense qu'ils commencent à reprendre un peu sans leur meilleure joueuse en plus. Alors, on va voir. Ça devrait être un match très intéressant. Parfait. Et toi, il a dit Norvège ou Australie? Moi, honnêtement, je vois l'Australie passer. Comme on a dit, Sam Kerr, là, en ce moment, elle est en forme. Elle est à 5 buts aussi. Donc, je pense que, ouais, pour moi, l'Australie devrait passer. Est-ce que tu es du même avis, Adi? Oui, du même avis. Donc, on est d'accord, je pense, tous les quatre sur Australie et puis sur l'Allemagne jusqu'à maintenant. Je pense que oui, ce sera un match très beau à voir. Je pense que ça va être assez serré, mais je pense que l'Australie, juste par Samantha Kerr, je pense que c'est elle qui va être la différence. Je pense qu'elle est capable dans les gros matchs d'être là. Et j'ai comme l'impression qu'elle va nous le montrer encore une fois. Parfait. Et un match qui ressemble un peu à Allemagne-Nigeria, c'est Angleterre-Cameroun, vraiment des équipes qui ont un certain écart de niveau. Pour toi, Adi, est-ce que le Cameroun peut faire une surprise puisque tu l'as vu jouer face au Canada ou vraiment l'Angleterre, là, c'est Ben, vraiment... écoute, on s'entend qu'il y a une grande probabilité que même c'est presque certain que l'Angleterre va gagner ce match-là, mais je pense pas que ce sera facile parce que le Cameroun est quand même assez accrocheur et il y a certaines joueuses qui sont quand même très très rapides, ce qui est pas le cas du côté de la défense anglaise, en tout cas de ce que moi j'ai vu de la défense anglaise, il y a un peu des lenteurs en défense, donc je dis pas que le Cameroun peut créer la surprise. Mais je pense pas que ce sera très simple pour l'Angleterre, mais je vois les Anglaises passer sans faute. Parfait, Georges? Moi, comme j'ai dit pour les matchs en groupe, je pense que l'Angleterre, c'est une équipe qui va trouver moyen de gagner. Que ce soit beau ou non, je pense qu'ils vont peut-être gagner 1-0 comme ils pourraient gagner 4-0. Mais ils vont gagner, j'ai aucun doute là-dessus. OK. Elodie, je suppose que tu es du même avis? Ouais, je vois bien l'Angleterre passer. Après, facilement, je sais pas, parce que le Cameroun, elles ont réussi à se qualifier en marquant vraiment à la dernière minute le match d'avant. Donc, je pense qu'elles vont pas se laisser faire et ça risque d'être un peu compliqué, mais je pense que l'Angleterre devrait passer aussi. Parfait. Et par la suite, là, c'est l'une des belles affiches de ces huitièmes. C'est la France qui va affronter le Brésil. Donc, quand même beaucoup de pression sur la France. Une nation du Brésil peut-être un peu en déclin, mais qui a quand même des qualités. Et la France est chez elle. Donc, beaucoup de pression. Toi, Elodie, je suppose, la France va l'emporter. Ouais, j'espère, je vais croiser les doigts. Non, mais franchement, elles devraient passer. Elles ont gagné leur match amical 3-1 il y a quelques mois de ça. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Martha parce qu'elle avait été blessée. Mais voilà, on est à domicile, donc ouais, la France devrait passer. Parfait. Et toi, Georges, du même avis? Ah oui, de même avis, je ne vois pas vraiment le Brésil donner trop de troubles à la France. Moi, je pense que si le Brésil peut causer une surprise, puis je dis peut vraiment en guillemets parce que je serais surpris, moi, je pense que l'entraîneur va devoir sacrifier Christiani. Je pense qu'elle ne fait rien en pointe. On a vu quand elle a sorti puis embarqué des jeunes, il y avait quelque chose un peu plus dynamique. Mais même à ça, je pense que c'est un match qui est presque décidé d'avance. Parfait. Et Adi, je suppose, si on suit la tendance France?
Non, je suis un peu. En fait, je sens que ça va être la grosse surprise de cette Coupe du Monde. Je pense que la pire équipe que la France pourrait rencontrer du groupe dans les huitièmes de finale, par rapport à ce que j'ai vu de la France et par rapport à ce que j'ai vu du Brésil, je pense que c'est le Brésil. Et je pense que ça va être très, très compliqué. Ça m'étonnerait pas de voir le Brésil emporter. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que l'expérience brésilienne peut faire beaucoup de mal aux Françaises. Euh, leur grosse Wendy Renard, je pense, elle va être très bien prise par la défense brésilienne, qui est, on l'a dit, la meilleure buteuse du côté français. Donc, la seule raison pourquoi je verrais la France vraiment bien performer, si enfin l'attaque se réveille. Et c'est à ce moment-là où on verra si la France a l'étoffe d'aller très très loin et peut-être remporter cette Coupe du Monde-là. Mais il faut que l'attaque se réveille. Et jusqu'à maintenant, l'attaque ne m'a pas convaincu. Donc moi, je vois le Brésil avancer, même si, en fait, je suis juste indécis. Et je pense que ça va être très proche, mais ça m'étonnerait pas de voir le Brésil avancer. Parfait. Donc, si après-demain, là, la France est éliminée, là, on va pouvoir te proclamer génie ou voyant, médium, peu importe. Tu- tu, euh, tout, tout le monde va être à tes pieds. Ah ouais, ben non, je n'ai pas besoin d'autant de ça, là, mais bon. Et le lundi, au final, l'Espagne a fini deuxième de son groupe, mais je crois qu'il aurait préféré finir troisième, puisqu'en finissant deuxième, il affronte les favoris du tournoi, les États-Unis. Pour moi, il risque de pas avoir débat dans cette rencontre. Elodie, pour toi, là, les États-Unis risquent de l'emporter facilement. Oui, je pense que les États-Unis vont continuer de se balader un petit peu. Après, voilà, l'Espagne en janvier, ils avaient perdu que 1-0. Mais bon, c'était le début d'année. Les États-Unis étaient en pleine préparation. Ils n'avaient pas commencé leur championnat, donc voilà. Mais ouais, je pense pas que l'Espagne passera à moins d'une énorme surprise. Non. Parfait. Et toi, Georges, est-ce que tu crois en ton Espagne ou Euh, ça te crève le cœur de dire États-Unis? bien sûr, je crois en mon Espagne, mais pas pour ce match-là. La meilleure réponse que tu peux donner, Georges, et je suis complètement d'accord avec toi. Malheureusement, ce ne sera pas l'Espagne qui va embêter les États-Unis, même si je l'espère, bien évidemment, parce que cette équipe espagnole est quand même intéressante. Oui. Hmm. Et le match suivant, c'est le match du Canada face à la Suède. Vraiment, les trois derniers huitièmes de finale risquent d'être très serrés. Et ça commence avec le Canada, là, que, comme j'ai dit, affronte la Suède. Pour toi, Adi, là, est-ce que j'ose croire que tu vas dire que le Canada passe, mais ça risque d'être assez difficile, hein? Ouais, ben c'est ça. Ben, je pense que tout le reste, le Canada maintenant va revenir, comme l'a dit Georges, à sa recette. Donc, de jouer défensif et de jouer en contre-attaque. Et je pense que le Canada peut passer ce match-là. Un but d'écart, pas plus que ça. Un match très serré. Ça peut même se jouer à la 89e minute. Ce sera serré. Sauf que je pense que le Canada a la qualité nécessaire pour passer outre la Suède. Parfait. Et toi, Georges, est-ce que tu es du même avis? Moi, je pense que ça va être un match à 1-0 pour le Canada. Puis ça va être. J'ose croire que ça pourrait être un match un peu plate, mais à la fin de la journée, il faut gagner, que ce soit plate ou beau. Parfait. Et toi, Elodie, qui a vu les États-Unis affronter la Suède, est-ce que tu crois en les chances de la Suède? Hmm. Ah, je sais pas. En tout cas, moi, je vois le Canada vainqueur. Ouais, pas un gros écart de but. Je vois bien même Sinclair marqué dans les dernières secondes. Mais bah non, je sais pas vu. Non, honnêtement, non. Je vois pas Bon, la Suède passer en tout cas. d'accord. Donc, vive le Canada. Euh, on continue avec un match assez très serré, que ce soit dans le classement ou même avec qu'est-ce qu'on a pu voir dans les groupes, là. Ça, j'ai vraiment hâte de voir cette rencontre. Je sais pas si beaucoup de personnes attendaient cette rencontre en huitième, mais vraiment, les deux équipes là, peuvent l'emporter. C'est Italie-Chine. Georges, c'est qui tu vas gagner dans cette rencontre? C'est peut-être le match le plus difficile. J'aurais pas pensé qu'on aurait eu aussi de difficulté à choisir un gagnant entre la Chine et l'Italie au début de la Coupe du Monde.
Je pense que ça va être un match serré. À un moment donné, la ballonne va péter pour l'Italie. Est-ce que ça va être ce match-là ou le prochain? Je ne sais pas. Je pense que l'Italie va trouver moyen de passer, comme ils ont fait dans leurs 3 matchs. Ils ont bien joué dans les 3 matchs. Mais la Chine, les premiers 30-35 minutes contre l'Allemagne, la Chine a été dominante pour moi. S'ils réussissent à jouer comme ça pendant tout le match, je pense que la Chine pourrait aussi chercher un résultat. Donc, je pense que ma prédiction serait « je ne sais pas ». Et toi, elle a dit Italie ou Chine? Moi, je dirais l'Italie. Se retrouver là, pour elle, c'est inespéré, quoi. Leur dernière Coupe du Monde, ça remonte à 99 et elles avaient été éliminées dès le premier tour. Donc, moi, ça, je suppose que ça leur donne des ailes et qu'elles vont essayer d'aller le plus loin possible et que face à la Chine, ça devrait passer. Parfait. Et finalement, Adi? Ben, moi, je suis encore. Je pense que je pense que cette fois-ci, ce sera fini pour l'Italie. Je pense que la Chine va passer. Même si j'ai beaucoup aimé cette équipe italienne, malheureusement, la Chine, défensivement, c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Et puis, offensivement, elles sont capables. Je pense que ça va être un peu comme le match du Canada-Suède, où ce sera très serré, puis la Chine va l'emporter 1-0. Je pense que ça va être ça, en fait. Même si ça va me faire du mal de voir l'Italie sortir parce que j'ai beaucoup aimé leur jeu. Mais je pense que c'est ça. On en est arrivé là, malheureusement. Et moi, je suis assez indécis. Je dirais peut-être 55% Chine, 45% Italie. Je suis vraiment indécis. Ça va être vraiment un match intéressant à regarder. Et finalement, le dernier 8e, Pays-Bas-Japon. Selon moi, les Pays-Bas risquent de l'emporter avec au vu des performances du Japon. Dans le podcast, Georges semblait défendre le Japon. Pour ces 8e, Georges, est-ce que tu vois le Japon passer? Non. On ne peut jamais les compter pour battus, mais je pense on peut presque. Parce que le land a trop de qualité un peu partout sur le terrain. En ce moment, si j'allais à choisir une équipe pour gagner la Coupe du Monde, je dirais les Pays-Bas. Alors, Okay. Je pense qu'ils devraient passer. Parfait. Bref, la leçon de Georges, on ne peut jamais compter le Japon pour battu, sauf contre les Pays-Bas. Et toi, il a dit, Pays-Bas en favorite? Ouais. Ouais, Pays-Bas aussi. Le Japon, ils m'ont un peu déçu au niveau attaque. Une frappe de balle assez faible, en fait. Enfin, molle, dans le sens molle. Ouais. Mais, ouais, Pays-Bas. Parfait. Et finalement, Adi? Moi, je pense que c'est un match. Je pense que ça va pas être difficile du tout pour les Pays-Bas. Je m'attends à une grosse surprise, mais je pense que le Japon fera pas le poids du tout contre les Pays-Bas. Genre, je m'attends pas à une victoire de 1-0. Là. Je m'attends à une victoire de minimum 2 buts d'écart. Les Pays-Bas sont juste trop forts, trop forts. Et pour moi, c'est un peu l'outsider de cette compétition. Ça m'étonnerait pas. Je serais pas étonné de les voir aller très très loin en fait. Ils sont vraiment complets. Surtout que si je me fie au tableau que je vois, les Pays-Bas en cas de victoire affronteraient le gagnant des Italie-Chine. Donc, Oui. ils ont un parcours, je dirais pas facile, mais très, très prenable pour au moins se rendre jusqu'au demi. Donc, ça risque d'être très intéressant et on a la possibilité également de voir un duel si les deux équipes l'emportent, mais un États-Unis-France ou même, pourquoi pas, un Canada-Allemagne. Donc, ça va être vraiment des belles affiches encore. Et vraiment, là, on vous invite au nom de Culture Soccer à suivre la compétition à nos côtés et vraiment là de suivre le soccer féminin. Donc, je suis en train de conclure et on a 2 invités. Hein? Donc, Georges, c'est où qu'on peut te suivre? Mais vous pouvez me suivre sur Twitter au JO Sanchez65 et sur mon bio à Twitter, j'ai aussi un lien vers mon blog où j'essaie d'écrire assez régulièrement, sauf que ça fait quelques semaines que je n'ai pas mis de nouvelles articles, mais je vais me reprendre cette semaine. Parfait. Et toi, Elodie, où on peut te suivre?
Ben, sur Culture Soccer déjà, avec les petits articles que j'essaye de fournir. Et puis sur Twitter, avec mon compte sur le club d'Orlando Pride, en français et en anglais. Parfait. Et également sur ton compte personnel? Mon compte personnel, c'est Nelo06. Parfait. Et toi, Adi, un dernier mot? Ben, je veux remercier beaucoup nos invités d'avoir répondu à notre appel. Ben, Elodie, c'est pas vraiment une invitée, elle fait partie de la maison parce qu'elle est pour Culture Soccer, mais j'aimerais beaucoup remercier Georges de venir donner son expertise. Très apprécié d'avoir des discussions avec lui. Elodie, on va te voir plus souvent avec nous parce que tu amènes vraiment exactement ce qu'il faut. Ton niveau d'expertise en soccer féminin est très intéressant. Il faut vraiment que le monde le sache parce que il faut t'entendre là. Il faut t'entendre, t'es trop bonne. Merci, c'est gentil. Parfait. Et merci, Adi, à toi également. Comme on l'a dit au podcast Gold Cup, c'est une belle période de soccer, assez chargée, mais toute l'équipe de Culture Soccer et nos invités mettent de leur temps. Donc, c'est vraiment intéressant. Et si vous voulez nous encourager, chers auditeurs et lecteurs, vraiment, là, partagez notre contenu, commentez-le et quand vous voyez des personnes qui s'intéressent aux compétitions, mais qui ne connaissent pas Culture Soccer, n'hésitez pas à donner notre nom puisque le contenu risque de les intéresser. Donc, merci de vos écoutes. Vraiment, là, avec la Coupe du Monde et la Gold Cup, là, malgré vraiment les nombreux épisodes, là, vous êtes toujours là et ça fait plaisir. Donc, merci à vous et on se retrouve vraiment au prochain épisode. Encore merci à nos invités, merci à vous les auditeurs et on se retrouve une prochaine fois. Merci.